Je m'appelle Jean-Pierre Bénédicte. J'ai 96 ans. Et il y a quelque chose que je dois vous dire avant que le temps ne décide de m'interrompre. Ce n'est pas un conseil élégant. Ce n'est pas une jolie phrase qu'on imprime sur une carte ou qu'on partage sur les réseaux. C'est une vérité qui m'a pris plus de 50 ans à comprendre. 50 ans. Alors, si vous êtes prêt à m'écouter quelques minutes, peut-être que vous éviterez de perdre autant de temps que moi. Pendant la plus grande partie de ma vie, j'ai poursuivi quelque chose que je croyais essentiel. Je pensais que lorsque je l'aurais enfin atteint, tout se mettrait en place. L'argent, le respect, la réussite. Je me disais toujours la même chose. Je serai heureux quand j'aurai un bon poste, quand je gagnerai assez d'argent, quand les gens me regarderont avec respect. Mais laissez-moi vous dire une chose que j'ai appris beaucoup trop tard. Ce moment n'arrive jamais. Je suis né à Marseille, pas très loin du Vieux-Port. À l'époque, le quartier sentait toujours le sel, le poisson frais et parfois le gasoil des bateaux qui rentraient tard le soir. Mon père travaillait dans les chantiers navals de La Ciotat. Il se levait avant le soleil et rentrait quand la lumière disparaissait déjà derrière les immeubles. Ses mains étaient toujours abîmées, rugueuses, couvertes de petites coupures qui ne guérissaient jamais vraiment. Je devais avoir 10 ou 11 ans quand j'ai compris quelque chose qui m'a profondément marqué. Les gens ne le respectaient pas. Je me souviens très bien d'un après-midi. Nous étions passés dans une petite boulangerie du quartier. Mon père portait encore son bleu de travail taché de graisse. 2 hommes bien habillés sont entrés derrière nous. L'un d'eux a regardé mon père comme s'il faisait partie du décor, comme s'il n'existait pas vraiment. Ce regard, je ne l'ai jamais oublié. Sur le chemin du retour, je marchais à côté de mon père en silence. Il parlait de choses simples, comme il le faisait toujours. Mais dans ma tête, quelque chose venait de changer. Ce jour-là, j'ai pris une décision, silencieuse. Personne ne l'a entendue. Je me suis juré que cela ne m'arriverait jamais. Un jour, les gens me respecteraient. Un jour, je serai quelqu'un. Et sans m'en rendre compte, cette promesse d'enfant est devenue le moteur de toute ma vie. Les années ont passé. Je suis parti de Marseille pour Paris dans ma vingtaine. J'ai trouvé un travail dans une grande entreprise près de la Défense. Et j'ai travaillé. Mon Dieu, comme j'ai travaillé. 60 heures par semaine, parfois plus. Les soirées, les week-ends, les vacances annulées. Tout cela avait un sens pour moi. Je construisais quelque chose. Je devenais quelqu'un. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Ma femme, Claire, me disait parfois une phrase que je ne comprenais pas à l'époque. « Jean-Pierre, tu es ici, mais tu n'es jamais vraiment là. » Je pensais qu'elle exagérait. Bien sûr que j'étais là. Je payais la maison. Je construisais notre sécurité. Je faisais ce qu'un homme était censé faire. Mais aujourd'hui, à 96 ans, je peux vous dire quelque chose avec une certitude absolue. Il y a une grande différence entre subvenir aux besoins de quelqu'un et être réellement présent pour lui. Et moi, pendant longtemps, je n'étais présent nulle part, ni pour ma famille, ni pour moi-même. Je poursuivais simplement la prochaine étape, le prochain objectif, la prochaine victoire.
Puis un jour, à 52 ans, je suis entré dans mon bureau au sommet d'une tour de la Défense. Mon nom était écrit sur la porte. Les gens attendaient mes décisions. J'avais enfin atteint le sommet de la montagne. Mais ce que j'ai découvert là-haut m'a profondément troublé, parce qu'il n'y avait rien, seulement une haute montagne, encore plus haute, qui m'attendait devant moi. Et il m'a fallu encore 20 ans pour comprendre pourquoi. Aimez et abonnez-vous. Ici, nous préservons la sagesse que le monde moderne tente d'effacer, que seuls ceux qui cherchent la vérité restent. Et il m'a fallu encore 20 ans pour comprendre pourquoi. À l'époque, pourtant, tout semblait parfait. Je me souviens très bien de ce bureau. Une grande baie vitrée donnait directement sur les tours de la Défense. En bas, les gens marchaient vite, des dossiers sous le bras, des téléphones collés à l'oreille, comme si le monde entier dépendait de leur prochaine réunion. Pendant des années, j'avais rêvé de ce moment. Un poste important, un bureau avec mon nom sur la porte, des décisions qui comptaient. Quand j'étais enfant à Marseille, c'était exactement l'image que j'avais dans la tête quand je me disais « un jour, je serai quelqu'un ». Et pourtant, ce jour-là, assis seul dans ce bureau silencieux, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Ce n'était pas de la tristesse, ce n'était pas non plus de la joie, c'était plutôt un vide, comme si j'avais passé toute ma vie à grimper une montagne en imaginant qu'au sommet se trouverait une ville entière, pleine de lumière, de musique et de célébration. Mais une fois arrivé en haut, il n'y avait que du vent. Je pensais que cette sensation disparaîtrait avec la prochaine réussite, parce qu'il y avait toujours une prochaine réussite, toujours une nouvelle étape. Quand j'ai acheté notre maison en banlieue parisienne, à Saint-Germain-en-Laye, je me suis dit que ce serait différent. Je me souviens du jour où j'ai signé les papiers chez le notaire. J'avais l'impression d'avoir enfin franchi une ligne importante, une maison, un jardin, une sécurité pour ma famille. Voilà, pensais-je, maintenant tout va se calmer. Mais la vérité est que mon esprit n'a jamais vraiment ralenti. Très vite, une nouvelle inquiétude a pris la place de la précédente. Les économies, la retraite, l'avenir. C'était comme si mon esprit refusait d'accepter que ce soit suffisant. Et cela a commencé à créer une distance silencieuse dans mon mariage. Claire était une femme patiente, beaucoup plus patiente que je ne le mérite si j'y pense aujourd'hui. Pendant des années, elle a essayé de me dire quelque chose que je n'étais pas prêt à entendre. Un soir, je me souviens très clairement de cette conversation. J'avais 48 ans. Nous étions assis dans la cuisine après le dîner. La télévision parlait doucement dans le salon, mais personne ne l'écoutait vraiment. Claire me regardait d'une manière différente, plus sérieuse que d'habitude. Puis elle a dit une phrase que je n'ai réellement comprise que des décennies plus tard. « Jean-Pierre, je n'ai pas besoin de plus d'argent. » Je l'ai regardée, surpris. « Je ne fais pas ça seulement pour l'argent, » ai-je répondu. Elle a secoué doucement la tête. « Je sais, » a-t-elle dit. Puis elle a ajouté quelque chose qui m'a laissé complètement déconcerté. « Mais je ne t'ai jamais vraiment. » Je me souviens avoir froncé les sourcils. « Comment ça? Je suis ici tous les soirs. » Elle m'a regardé pendant quelques secondes qui m'ont paru très longues.
Puis elle a répondu calmement, « Ton corps est ici, mais toi, tu es toujours ailleurs. » À ce moment-là, je me suis senti incompris. Je pensais qu'elle ne voyait pas tout ce que je faisais pour nous. Je travaillais pour la maison, pour notre avenir, pour notre sécurité. Mais aujourd'hui, avec presque un demi-siècle de recul, je peux admettre quelque chose que je refusais de voir à l'époque. Elle avait raison. J'avais confondu deux choses très différentes. Subvenir aux besoins de quelqu'un et être présent avec quelqu'un. Je croyais que c'était la même chose, mais ce ne l'était pas. Et c'est cette erreur, plus que toutes les autres, qui m'a coûté les années les plus précieuses de ma vie. Il m'a fallu longtemps pour commencer à comprendre cela, très longtemps. En réalité, ce n'est que bien plus tard, en observant les gens de mon âge, que quelque chose a enfin commencé à changer dans ma façon de voir la vie. Parce qu'en vieillissant, j'ai remarqué quelque chose de très étrange chez les personnes âgées. Nous ne vieillissons pas tous de la même manière. Certains deviennent plus légers et d'autres restent prisonniers de la même course jusqu'à la fin. Certains deviennent plus légers et d'autres restent prisonniers de la même course jusqu'à la fin. C'est quelque chose que j'ai commencé à remarquer vers mes 70 ans, quand beaucoup de mes anciens collègues ont pris leur retraite et que nos conversations ont changé de ton. Avant, nous parlions de contrats, de résultats, de promotions. Maintenant, nous parlions de santé, de souvenirs et du temps qui passe. Mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est la manière dont certaines personnes continuaient à se comparer aux autres, même après toute une vie. J'ai un ancien collègue, Bernard, qui vit à Lyon. Il a aujourd'hui 84 ans. Chaque fois que nous parlons au téléphone, la conversation finit toujours au même endroit. Le voisin. Son voisin a acheté une nouvelle voiture. Son voisin a refait sa cuisine. Son voisin a une pension plus élevée. 84 ans, et il regarde encore par-dessus la clôture. Et vous savez ce qui est le plus triste? Il est profondément malheureux. Il a travaillé toute sa vie, gagné correctement sa vie, élevé ses enfants, mais il continue à mesurer sa valeur avec la règle des autres. Puis, il y a des personnes complètement différentes, des personnes qui semblent avoir découvert quelque chose que les autres n'ont jamais compris. L'homme qui m'a fait réfléchir le plus s'appelait André. Je l'ai rencontré il y a une quinzaine d'années dans un petit café près du canal Saint-Martin. C'était un endroit simple, avec des tables en bois usées et une vieille machine à café qui sifflait presque toute la journée. André avait 87 ans à l'époque. Il marchait lentement, avec une canne en bois sombre, et portait toujours un vieux manteau beige, même quand le temps était un peu trop doux pour cela. Il vivait seul dans un petit appartement du quartier. Sa pension n'était pas très grande et sa santé n'était pas parfaite. Et pourtant, il était l'une des personnes les plus sereines que j'ai jamais rencontrées. Chaque matin, il s'asseyait à la même table près de la fenêtre. Il lisait le journal, parfois un livre d'histoire. Parfois, il discutait avec le serveur ou avec des inconnus qui s'installaient à côté de lui. Un jour, je lui ai posé une question qui me trottait dans la tête depuis longtemps. « André, comment fais-tu pour être toujours aussi tranquille ?» Il a souri doucement, comme si la réponse était très simple. Puis il a dit quelque chose qui est resté gravé dans ma mémoire.
Jean-Pierre, j'ai passé 60 ans à essayer de devenir quelqu'un. » Il a pris une gorgée de café, puis il a ajouté « Maintenant, j'essaie seulement d'être ici. » Je me souviens être resté silencieux pendant quelques secondes, parce que je ne comprenais pas complètement ce qu'il voulait dire. Pour moi, la vie avait toujours été une succession d'objectifs. On avance, on construit, on améliore, on sécurise l'avenir. Mais André semblait vivre selon une logique complètement différente. Pour lui, la vie n'était plus une course, c'était simplement un moment, le moment présent. Au fil des mois, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'autre chez lui. Il ne cherchait plus à prouver quoi que ce soit, ni son intelligence, ni sa réussite, ni sa valeur. Il était simplement là, curieux, présent, reconnaissant pour des choses très simples, une conversation, un rayon de soleil sur l'eau du canal, un café chaud un matin d'hiver. Et un jour, en rentrant chez moi, cette idée m'a frappé comme un éclair. Toute ma vie, je n'avais pas réellement poursuivi l'argent, ni le statut, ni les titres. J'avais poursuivi une sensation. Je voulais me sentir important, je voulais me sentir en sécurité, je voulais me sentir suffisant. Et j'avais passé plus de 50 ans à essayer d'obtenir ces sentiments dans les mauvais endroits. Parce que la vérité que j'étais seulement en train de commencer à comprendre était beaucoup plus simple que tout ce que j'avais imaginé. Ces choses-là, personne ne peut vous les donner. Elles doivent venir de l'intérieur. Elles doivent venir de l'intérieur. C'est une phrase simple, presque évidente quand on l'entend comme ça. Mais il m'a fallu plus d'un demi-siècle pour la comprendre vraiment. Parce que pendant toute ma vie, j'avais cru exactement le contraire. Je pensais que si j'accumulais suffisamment de choses, assez d'argent, assez de réussite, assez de reconnaissance, alors, un jour, je me sentirais enfin tranquille. Comme si quelque chose, quelque part, devait me remettre une sorte de certificat invisible disant « Voilà Jean-Pierre, maintenant tu es suffisant ». Mais ce certificat n'existe pas. Personne ne vous le donne. Et la plupart des gens passent leur vie entière à attendre ce moment. Je l'ai vu chez beaucoup de personnes de mon âge. Certains continuent à courir même après 80 ans. Toujours une nouvelle inquiétude, toujours un nouveau problème. J'ai un voisin à Paris, René, qui a 83 ans. Il passe ses journées à suivre les marchés financiers sur sa télévision. Il a déjà plus d'argent qu'il ne pourrait en dépenser en 2 vies. Et pourtant, chaque variation de la bourse semble décider de son humeur du jour. 1 point de moins et il devient anxieux. 1 point de plus et il respire à nouveau. C'est comme s'il avait passé toute sa vie à chercher la sécurité sans jamais réussir à la ressentir. Et puis il y a les autres, les rares, ceux qui semblent avoir posé leur sac après un long voyage. Avec les années, j'ai compris que la véritable liberté n'a presque rien à voir avec ce que nous possédons. Elle commence quand certaines choses cessent de nous contrôler, quand quelqu'un dit quelque chose de désagréable et que cela glisse simplement sur vous. Quand vous n'avez plus besoin que tout le monde vous approuve pour vous sentir bien. Quand vous pouvez regarder votre reflet dans le miroir, voir un homme de 96 ans, les épaules un peu voûtées, les rides profondes, et dire simplement
Oui, c'est moi. Et ressentir une paix tranquille. C'est une sensation étrange, parce qu'elle ne ressemble pas à ce que j'imaginais quand j'étais jeune. Je pensais que la liberté serait une sorte de victoire spectaculaire, une réussite éclatante. Mais en réalité, c'est beaucoup plus calme que ça. C'est presque silencieux. C'est le moment où vous comprenez que la vie n'a jamais été une ligne d'arrivée. Il n'y a pas de moment parfait où tout se met enfin en ordre. La vie ne fonctionne pas comme ça. Il y aura toujours quelque chose d'imparfait, toujours une inquiétude possible, toujours un problème quelque part. Si vous attendez que tout soit réglé avant de vous permettre d'être heureux, vous allez attendre toute votre vie. Parce que la perfection n'arrive jamais. La vie se passe ici, dans ce moment précis, dans cette conversation, dans ce simple fait d'être encore là. Si quelqu'un m'avait dit cela quand j'avais 20 ou 30 ans, j'aurais probablement souri poliment et continué à courir comme avant. Parce que c'est ce que font les jeunes. Ils pensent que le bonheur est un endroit où l'on arrive. Mais maintenant, à 96 ans, je peux vous dire quelque chose avec une certitude totale. Le bonheur n'est pas une destination. C'est une manière de marcher sur la route. Et si je pouvais parler au jeune homme que j'étais autrefois, celui qui marchait dans les rues de Marseille en rêvant de devenir quelqu'un d'important, je lui dirais seulement ceci. Arrête de courir, respire un instant, regarde autour de toi, parce que tout ce que tu cherches depuis le début était déjà là. Si cela vous a aidé, aimez et partagez. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Protégez votre paix.